Merci de rester fidèle au programme de Financial Afrique. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand débat. Alors, depuis plusieurs décennies, l'Est de la République démocratique du Congo, région riche en ressources naturelles, est le théâtre de violences récurrentes, alimentées par une combinaison complexe de facteurs historiques, politiques et économiques. La malédiction du coltan, de l'or, dans cette région qui est convoitée par plusieurs groupes armés, dont le M23 proche du Rwanda. Et nous allons dans ce grand débat voir quelles sont les raisons à l'origine, quels sont les enjeux économiques. On en parle dans le grand débat d'aujourd'hui avec André Ngakoyaka, journaliste à la tête de l'agence rwandaise d'information. Bonjour, monsieur Ngakoyaka. En fait, je suis André Ngakoyaka, je suis directeur de l'agence rwandaise d'information que je dirige depuis 2012. Mais cette agence existe depuis 1996, et juste après le génocide. Et donc, je voudrais d'abord faire quelques précisions. Je ne sais pas si je dois faire la présentation de moi-même. Alors, mais j'ai suivi le conflit au Rwanda et dans la région depuis pratiquement 1990, et quand la guerre de libération a commencé au Rwanda. Et pendant les 3 premières années, j'étais journaliste à la radio des rebelles. J'ai couvert les négociations entre le FDR et le gouvernement du Rwanda. Et puis, ces négociations ont échoué et le génocide a été déclenché. Et à ce moment-là, je travaillais à la radio des rebelles, la radio du FDR, la radio Noamura, et j'ai couvert immédiatement le génocide et la perpétration du génocide. Ensuite, l'arrêt du génocide et la reconstruction du pays, la poursuite en justice de ceux qui ont commis le génocide, la reconstruction du pays, la reconstruction économique, le retour des réfugiés. Et les 5 premières années, c'était le président Bizimungu, et ensuite il a été remplacé par le président Kagame et jusqu'alors. Ensuite, nous avons suivi la guerre au Congo avec quand on a chassé Mobutu, la mise en place de Kabila père, ensuite de Kabila fils, et voilà. Et comme vous le dites, comme une malédiction, la guerre au Congo se poursuit par le M23. Autrement dit, depuis 20 ans, non, depuis 30 ans, la région des Grands Lacs subit une série de guerres qui ne se sont jamais arrêtées. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la RDC, les pouvoirs en place en RDC, n'ont jamais attaqué à la racine les causes de ce mal. Je crois que sur ce qu'il faut viser ici, c'est pourquoi le M23 n'était pas justement un conflit armé. Pourquoi tout cela? Parce que tout simplement, il y a, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, on s'attendait qu'il vienne et qu'il vienne au pouvoir pour résoudre les problèmes dans l'ensemble du Congo, y compris à l'Est. Mais lui, il n'a pas instauré une bonne gouvernance sur l'ensemble du pays. Il n'a pas instauré une sécurité pour l'ensemble du pays. Il n'a pas résolu des problèmes qui étaient toujours en place et qui ont finalement fini par déclencher cette lutte armée, non pas seulement du M23, mais aussi de la FC, de l'ensemble des Congolais. La FC, l'Alliance du fleuve Congo, avec le M23, c'est l'ensemble des personnes dont les droits ont été bafoués et qui ont décidé de déclencher une lutte armée en collaboration avec le M23. C'est cela. Donc, la guerre n'a pas été déclenchée pour inérer à l'est de la RDC. La lutte armée de M23 a été déclenchée parce que on s'acharnait à tuer le rwandophone, le Congolais rwandophone, par toutes les formes de violence. On apercevait un souci rwandophone, on courait pour lui, on le découpait en morceaux, on le mettait en le mangeait, on le mangeait. Et c'était un groupe parfois de 1000 personnes qui se déchaînaient. Et c'est une idéologie. Pourquoi cette idéologie du génocide? C'est parce que ceux qui ont commis le génocide au Rwanda ont fui en RDC. Il y a des petits Congolais qui ont chassé de leur terre et dont
le bétail a été détruit, a été mangé. Et puis, les Tutsis rwandophones congolais ont été tués, ils ont été forcés de fuir vers le Rwanda, pendant que d'autres ont pu résister. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons au Rwanda plus de 100 000 personnes réfugiés congolais qui sont dans les camps de Mahama, dans les camps à l'est et Ifeke, qui sont dans 4 camps. Et tous ces réfugiés n'ont jamais été autorisés à rentrer chez eux parce que des groupes armés ont proliféré et ont continué à persécuter les Tutsis congolais rwandophones. Alors, André, nous allons aller progressivement parce que nous avons une tonne plus de questions à vous poser. Nous allons aller progressivement, nous allons y revenir, nous allons vraiment aborder le sujet en long et en large. Alors, c'est vrai que vous nous avez une belle présentation, mais nous allons un peu suivre le canevas. Le canevas d'aujourd'hui pour vraiment mettre davantage nos téléspectateurs dans le bain de la situation pour mieux comprendre en profondeur les enjeux de ce conflit. Alors, donc, je vais me tourner du côté de Rivo. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Alors, Rivo, aujourd'hui, André l'a dit, que là, il faut pas regarder le conflit sous un angle économique. Il faut plutôt regarder un peu la situation la revendication de ces peuples qui, entre guillemets, marginalisés, selon ses dires à lui. Alors, mais selon vous, quel est le rôle des ressources naturelles dans la persistance des violences? Comment l'exploitation illégale des ressources naturelles alimente-t-elle le conflit? En tout cas, merci Dominique. Bonjour André, bonjour Adama. Donc là, aujourd'hui, effectivement, nous avons abordé pour moi un sujet, le drame de ce continent. Du moins, il faut le dire. C'est un conflit qui dure quasiment depuis plus d'une vingtaine d'années, plus de 30 ans, qui fait plus de dizaines de millions de morts, des femmes violées, des enfants qui vont plus à l'école. Bref, c'est une tragédie absolue, mais qui reste sous silence malheureusement. Alors peut-être, pour peut-être placer d'abord peut-être dans le contexte, si tu permets, Dominique et Adama, dans cette région, donc le Nord Kivu, Sud Kivu, donc là, de moi, ce qui nous concerne aujourd'hui, je ne sais pas si, peut-être comme il y a des jeunes téléspectateurs demain qui nous suivent, il faut rappeler, c'est dans cette région, en fait, que se trouve Ishongo. Alors, qu'est-ce que c'est Ishongo? Donc, dans ceux qui suivent, qu'on appelle ça, là, qui sont passionnés par les histoires de sciences, on a découvert dans les années 60 par un Belge qui s'appelle Jean Vézina, l'os d'Ishongo. Alors, pourquoi l'os est si important? Parce que c'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme a inventé les mathématiques. C'est-à-dire, c'est dans cette région qu'on a appris pour la première fois l'addition, la multiplication et la division. C'est un os de 10 cm sur un péroné de babouin où les nombres premiers entre 1 et 20 ont été, qu'on appelle ça là, correctement en fait établis. Donc, c'est une région qui, à l'histoire de l'humanité, en fait, c'est une région qui n'est pas neutre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en guise de ton introduction, Dominique, tu disais la malédiction du coltan. La malédiction du coltan, du coltan. Je rappelle juste de l'or. Je rappelle juste, dont je suis pas d'accord hein, par rapport à ce terme. L'Australie a du coltan. Brésil a du coltan. Le Canada a du coltan. Je constate juste que ces pays-là, il n'y a pas des dizaines de millions de morts. Il n'y a pas de malédiction. Au contraire. Ils sont RDC. Et pourtant, la RDC, en fait, voilà, c'est pour ça que je dis, en gros, c'est-à-dire que la malédiction présuppose que là où une matière commune existe, il devrait avoir la même conséquence. L'Australie, le Brésil, ce sont là où les deux pays, il y a les plus grandes réserves de coltan au monde. Je constate juste, en fait, que ces pays-là, il n'y a pas de, qu'on appelle ça, là, il n'y a pas de problème particulier. Au contraire, ils en profitent. Troisième élément, en gros, il y a une corrélation pour moi. Pourquoi ce conflit dure? On aura l'occasion d'échanger, et puis je laisse la parole à Dama. Entre le boom de la technologie à partir des années 2000, d'accord, jusqu'aujourd'hui. Avec une matière qu'on appelle donc le coltan. Donc le coltan, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le colombo-tantalite. C'est ça en fait le coltan. En fait, c'est deux matières premières, d'accord? Donc dans cette région-là, c'est la plus grande réserve en fait de ce métal en fait au monde. Donc ce qui compte surtout en fait, c'est le tantal. En fait, le tantal, il est contenu dans le tantalite, d'accord?
Donc, à l'intérieur du tantalite, qu'on extrait le coltan avec l'oxyde, en fait, moins de tantal. C'est ça, en gros, la chose, comment ça fonctionne. Et cette matière, ce métaux est tellement important dans l'industrie de la technologie parce que c'est avec ça, en gros, qu'on fabrique les condensateurs. D'accord? Et, dernier élément, et puis je laisse la parole à Dama, cette matière première, le coltan, depuis les années 50, a été déclaré par les États-Unis. Vous voyez, aux États-Unis, ils ont une politique, ils ont une stratégie concernant la fourniture de leurs matières premières. Le National Defense of Security américain a déclaré depuis 1950 que le coltan fait partie d'un métaux de la défense nationale des États-Unis. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire que ce métaux-là, du moins cette matière première-là, est une matière stratégique pour les Américains. Et les pays de l'OCDE également, organisant des coopérations économiques en Europe, donc les Européens, en gros, l'a également déclaré comme un métal, ou du moins un métal stratégique. C'est là, et puis je laisse la parole à Dama. Donc voilà où on en est en gros. Donc pour moi, le fait que le conflit dure, il faut qu'on trouve en fait une corrélation que je vais démontrer tout à l'heure, c'est que les besoins que toutes les multinationales étrangères, chinoises, américaines, européennes en ont besoin aujourd'hui pour fournir les téléphones que nous avons, de plus en plus performantes. Et sans ce métal-là, en gros, on ne peut pas faire ça avec les missiles. Et voilà, donc je laisse la parole peut-être à Adama pour qu'il puisse... Alors, Adama, tout à l'heure, j'évoquais la malédiction du coltan et de l'or. Alors, vous partagez cet avis ou pas? Justement, le terme malédiction du coltan et de l'or, ou bien d'une manière générale, malédiction des matières premières, traduit la situation actuelle de l'Afrique. Nous avons beaucoup de matières premières, mais nous ne pouvons pas et nous ne parvenons pas à les transformer sur place, à raffiner notre or, à raffiner notre pétrole pour en tirer des produits de consommation courante. Ce qui fait donc qu'il n'y a pas de chaîne de valeur, il n'y a pas de processus de création de richesse, d'emploi et de stabilité. Et donc c'est ça, le Kivu est une illustration parfaite de cette malédiction africaine. C'est une région, et je parle avec le contrôle d'André, qui se trouve à 2500 km de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et à seulement 170 km de Kigali, la capitale du Rwanda. C'est une région donc qui est au centre même des réalités complexes africaines du XXIe siècle. C'est la superposition entre la nation ou l'État-nation et les réalités ethniques. Parce que j'ai écouté attentivement ce que disait André tout à l'heure, la marginalisation de certaines populations rwandophones. C'est peut-être une dimension du conflit, puisque les Bamia-Mulenge sont effectivement tutsiphones et qui peuvent être qualifiés pour certains et qui peut-être pour d'autres, c'est la vérité, d'originaire du Rwanda ou de Rwandais. Alors ces Bamia-Mulenge ont entretenu des relations assez complexes avec l'État central du Congo. On se rappelle que en mars 2009, le 23 mars, il y a eu donc ce grand accord qui avait été trouvé pour intégrer les soldats et les généraux dans l'armée régulière congolaise. Donc cet accord qui a été dénoncé par ce qui deviendra le M23, justement, le souvenir de cet accord, à partir de 2012-2013, et qui a abouti d'ailleurs à une première prise de Goma à l'époque. Voilà, par justement le M23. Finalement, l'ONU est intervenue avec sa mission, 3000, 4000 hommes qui ont stoppé l'avancée des M23. Par la suite, même dans le M23, il y a eu beaucoup de soubresauts, de guerres internes, et qui font qu'aujourd'hui, le mouvement est dirigé par Sultani Mukenda. Je pense que c'est une personnalité intéressante du fait que c'est un Congolais déjà, né dans le Massissi, donc, mais qui a aussi à un certain moment de sa carrière, comme bien d'autres, rejoint le Rwanda, qui a participé même à l'entrée triomphale de Kabila dans Kinshasa, et qui aujourd'hui est vu comme l'homme fort du M23. Bien sûr, quand on parle de l'alliance de la grande plateforme avec Corneille Nangaa, là, c'est un ensemble, je dirais, de personnes qui contestent le pouvoir central, qui sont retrouvées dans le Kivu. Mais moi, je poserai, avec la permission de Dominique, une question fondamentale à André. Est-ce que le M23 est oui ou non soutenu par
le Rwanda. André, vous avez la parole. Oui, j'ai compris la question. Et, et le Rwanda a toujours nié apporter un appui au M23. Le M23 est formé par des Congolais à part entière. Et ce que je peux dire, c'est que le M23 est- a parmi ses membres des Congolais rwandophones qui ressemblent à des Rwandais au niveau morphologie, au niveau physique, au niveau faciès, et même au niveau de la langue. Cela ne doit pas surprendre parce que l'Est de la RDC appartenait autrefois au Rwanda. C'est la conférence de Berlin qui a partagé l'Afrique, notamment le Congo, en différentes parties. Et on s'est retrouvé à la fin avec une partie de la population rwandaise, rwandophone, qui se trouvait sur une autre partie et qui est devenue une partie des Congolais. Mais avant, ça appartenait au Rwanda, comme une partie de l'Ouganda aussi. Il y a une partie qui appartenait au Rwanda. Et dans ce déplacement, dans cet émiettement, une partie de la population rwandophone et rwandaise, parlant le Kinyarwanda, s'est retrouvée devenue congolais. Mais ce sont des Congolais rwandophones qui ont maintenu leur identité, leur langue rwandaise à l'est de la RDC. Et parmi eux, il y a les gens du Massissi, du Kifuru, il y a toute cette partie-là. Ils maintiennent leur langue Kinyarwanda et avec des entités, avec des entités et des ethnies semblables à celles qu'on trouve au Rwanda, notamment des Hutus et de Tutsis. Et le M23 n'a pas officiellement n'a pas le soutien du Rwandais, du gouvernement rwandais, pas du tout. Le gouvernement a toujours nié cela. Mais ce qui compte d'abord, il faut comprendre cela surtout sous un angle plus complet. La lutte qui a été déclenchée actuellement avec le M23, c'est parce que le rwandophone congolais était menacé dans son existence. Depuis les Banyamulenge, depuis Fizi en face du Burundi, jusqu'à Banyamulenge, jusqu'à Goma, et jusque même à Ituri. Vous pouvez même monter dans la province d'Ituri à Beni. Beni est maintenant une zone occupée par l'armée ougandaise. Pourquoi? Les troupes ougandaises sont intervenues parce que les Hema qui ressemblent à des Tutsis, étaient toujours attaqués, étaient menacés d'extermination. Et l'armée congolaise est entrée pour leur apporter une sécurité, mais cette fois en accord avec le gouvernement du Congo. Et ce qu'il faut comprendre, la guerre qui a lieu maintenant à l'est de la RDC, ce n'est pas essentiellement une guerre économique, une guerre ethnique. Parce que pourquoi la guerre à base ethnique? Parce que ceux qui sont au Rwanda, ils sont partis en RDC. Ils sont entrés dans les forêts congolaises. Ils ont répandu cette idéologie de haine contre ceux qui est tout et ceux qui ressemblent. Même FDLR actuellement, les groupes qui ont commis le génocide, ont infiltré, ont été recrutés par le président Tshisekedi. Ils sont membres de la garde présidentielle. Ils sont membres de la garde présidentielle. Ils sont dans l'armée congolaise. Ils portent des uniformes congolaises. Ils reçoivent un salaire du gouvernement congolais qui ont été vers le Congo par le M23, ils portent des uniformes congolaises. C'est pour vous dire que le conflit à l'est du Congo porte un cachet ethnique. Tshisekedi a voulu allier à Burundi, lequel le pouvoir burundais lui a envoyé des soldats, plus de 12 000 contre le M23. Pourquoi? Parce que les gens qui sont au pouvoir au Burundi portent en eux l'idéologie du génocide et aussi veulent exterminer ceux qui est tout. Et surtout, ils ont déclenché une guerre contre le pouvoir au Rwanda, contre le régime de Kagame et le gouvernement du Rwanda. Ils ont dit avec Tshisekedi, ils ont œuvré pour soulever la population, pour chasser Kagame du pouvoir et même pour commettre le génocide en complicité avec le FDLR. Vous comprenez? Un instant, André, il y a Riva qui veut réagir. Un instant, s'il vous plaît. Alors, merci. Peut-être dans le déroulement, on va essayer de peut-être de
de peut-être pas être trop lent pour que peut-être nos téléspectateurs par la suite Exactement. puissent échanger. En tout cas, merci pour les réflexions, André. Il y a 3 points sur lesquels, en fait, je ne suis pas en accord avec ce que vous avez exprimé. Alors, je place toujours parce que je pense que c'est sont des sujets assez sensibles. Il faut bien, en fait, placer par le contexte. Je rappelle que le Zaïre, depuis que le Zaïre, à l'époque, avant que ça s'appelle RDC, depuis que le Zaïre était Zaïre, pendant que Mobutu a dirigé le Zaïre quasiment pendant 40 ans, il n'y a jamais eu de conflit. Je rappelle, il n'y a jamais eu de conflit. C'est le même pays, bordé avec 7 pays, il n'y a jamais eu de conflit. Pourquoi il n'y a jamais eu de conflit? Parce que, tout simplement, parce que tout le monde y trouvait son compte. Mobutu, les archives maintenant, on le sait, moi c'est démontré, c'était un agent, finalement, c'était un agent en fait, du moins des services extérieurs, c'était un agent de la CIA. Les archives en fait, du moins le montrent. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis les années 50, le coltan a été déclaré par les Américains comme comme un métal stratégique pour leur défense nationale. D'accord? Lors du règne de Mobutu, on peut bien deviner, on n'a pas peut-être, demain il faut faire de recherche, donc j'imagine, avec des accords, le business en fait est usual. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, là je vais juste en fait rappeler André, parce que tout à l'heure en fait il avait dit que oui, la région de Kivu, effectivement c'est une région où effectivement il y a les Banyamulenge, ça appartenait au Rwanda à l'époque. Alors je rappelle juste à André que le principe fondateur, justement, une fois encore, je pense que c'est pas le débat, la conférence de Berlin, comme vous l'avez si bien évoqué, a partagé l'Afrique. Tout le monde était là sauf nous. Malheureusement, cette région-là, effectivement, ils l'ont découpée à la hache telle qu'on veut. Mais je rappelle juste, en fait, André, que le principe fondateur de l'Union, c'est-à-dire de l'organisation de l'Union africaine en 1960, a été fondé sur quelque chose, je pense, qui régit jusqu'aujourd'hui, tant bien que mal, mais je pense que quand même c'est fondamental, les relations entre les pays africains, c'est l'intangibilité des frontières. Je le répète, l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cause de cette conférence du Berlin, le Rwanda est ce qu'il est le Rwanda, c'est un pays à X kilomètres carrés. Le Congo peut-être a hérité de moins de ce vaste territoire qui est énorme, mais le principe qui régit aujourd'hui, c'est que la frontière telle qu'était définie dans les années 60, c'est cette frontière-là en fait qu'on a aujourd'hui. Donc vouloir remettre en question ce principe d'intangibilité parce qu'il y a des personnes dans l'histoire qui auraient pu être probablement, peut-être qui parlent le Kinyarwanda ou du moins que morphologiquement ressemble au Rwandais, je trouve que c'est très 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 dangereux. Ça c'est le deuxième élément parce qu'à ce principe-là, le Sénégal va bientôt aussi réclamer la Gambie parce que ceux qui peuplent la Gambie, c'est essentiellement en fait du moins les mêmes compositions ethniques que ceux qui composent finalement le Sénégal, donc les Wolof, les Madjinka, etc. et tout, demain dans le sud du pays. Donc, je trouve ça c'est assez dangereux. Et le troisième élément, là où je ne partage pas l'analyse d'André, c'est sur vous misez essentiellement, en fait, vous expliquez essentiellement ce conflit sur un conflit ethnique. Peut-être pour X raisons. Il y a certainement des choses. C'est-à-dire que le FDLR, effectivement, a raison. Peut-être c'est des ex-génocidaires qui se sont fuis demain au Congo et qui veulent déstabiliser le Rwanda à nouveau. Certes, mais pour moi, le vrai sujet, le véritable sujet demain de cette région-là, c'est le prix du coltan par rapport aux besoins de cette matière première-là, par rapport à ce que l'industrie technologique aujourd'hui a besoin. Et puis je finis, je rappelle juste à André, quand on regarde aujourd'hui, les pays, le plus grande réserve de coltan au monde, c'est où en gros? Parce que là, les chiffres sont là désormais, 80% est au Congo. Et comme par hasard, c'est dans cette région-là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, une fois encore, restant juste en fait, essayant d'être factuel, quand on regarde géologiquement au Rwanda ne possède pas une once de coltan. Le Rwanda, je le redis, ne possède pas une once de coltan. Donc, j'appelle tous ceux qui peuvent vérifier à vérifier, ne possède pas une once de coltan. Or, quand on regarde qui sont les pays les plus grands exportateurs de coltan aujourd'hui, le Rwanda fait partie, en fait, de cette tête-là. Donc, c'est factuel, une fois encore. Moi, je ne suis pas là pour dire qui a tort, qui a raison, parce que là, de la position où je suis, pour moi, les Rwandais sont des frères, comme les Congolais sont des frères. Et les victimes, en fait, restent les mêmes. Moi, je dis juste qu'au nom de cet argent, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que cette guerre, une guerre pour moi, Dominique et Adama, une guerre existe parce qu'il y a des gens qui le financent.
Une guerre existe, une guerre perdure parce qu'il y a de l'argent qui circule. Comme par hasard, en Ukraine, pourquoi la guerre s'arrête? Parce que les Américains ont décidé finalement qu'ils ne finançaient plus Zelensky. Et du jour au lendemain, la guerre s'est arrêtée. Donc, dans cette région-là, il faut qu'on puisse déterminer qui sont les véritables, en fait, financeurs, du moins, de ce conflit-là. Et il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas essentiellement uniquement que les Américains méchants ou les Occidentaux méchants. Tout le monde, en fonction de leur intérêt, lorsqu'il s'agit de leur intérêt, ils font, en fait, de moi ce qu'ils font. Vous avez été interpellé, vous avez la parole. J'ai une précision. C'est mon ami Rivo vient de dire que le Rwanda n'a pas innonce de temps. Frère, ce matin, je suivais à la radio un reportage sur un site qui exploite le coltan au Rwanda et qui fait 30 tonnes par mois, enfin plus de 30 tonnes, soit plus d'une tonne par jour de coltan. C'est la première chose. Et ce n'est qu'un seul site, ce n'est qu'un site, une seule mine. Bon, moi, je connais une mine ici à 20 km de Kigali, à Shyorongi. Une mine qui utilise 1600 personnes. Je dois aller faire un reportage. Et on exploite le coltan et ça rapporte beaucoup. Je connais une mine à l'ouest, mais même ici à Kigali, à Gisozi, il y a une mine qui rapporte des femmes qui travaillent. Donc, du point de vue géologique, l'est du Congo et le Rwanda, c'est la même région géologiquement, les mêmes minerais que vous avez à l'est du Congo. Nous les avons ici au Rwanda. Nous avons de l'or, du coltan, du wolfram et d'autres choses. Donc, le Rwanda dispose d'une richesse en minerais. Je vous assure, soyez sûrs. J'aimerais vous inviter un jour à venir au Rwanda ou à Dama pour visiter les sites miniers du Rwanda. Il y en a. Nous avons même une industrie de transport qui transforme l'or et qui l'exporte avec une valeur ajoutée. Je peux m'arrêter là, on va passer à... Alors, André, moi, j'ai une question à votre endroit. Alors, vous écartez la piste économique, vous restez juste sur la piste ethnique, mais pourtant, l'économie a vraiment son mot à dire dans la mesure où c'est une zone scandaleusement riche, le Kivu, qui aujourd'hui est le théâtre depuis de conflits récurrents. Bon, il y a ce qu'on appelle, on dit souvent que les minerais de sang, les minerais à l'est du Congo sont des minerais de sang. Mais c'est un alibi, c'est un alibi. L'important, ce qui manque à l'est du Congo, c'est une bonne gouvernance. Ce qui dit n'a qu'à instaurer une sécurité et une bonne gouvernance sur l'ensemble du Congo, et notamment à l'est du Congo, comme à Lubumbashi, dans les 4 provinces du Sud qui tentent aussi de se rebeller. S'il instaure une bonne gouvernance sur l'ensemble de la RDC et notamment à l'est de la RDC, mais eh bien, s'il accepte de négocier avec le M23 pour résoudre les problèmes à la racine du conflit, Tshisekedi va régner sur l'ensemble de la RDC et même sur l'est où se trouvent ces minerais, et il va utiliser ces minerais pour le bénéfice de tous les Congolais. Ce qui manque au Congo, c'est la bonne gouvernance. Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda a toujours nié envers des soldats à l'est de la RDC. Ce sont des Congolais et de toutes les ethnies rwandophones. Il y a des Bashi, il y a des Bafulero, il y a des Nandais, il y a des Hundé, il y a des rwandophones. Toute cette population à l'est de la RDC forme le M23. Adam, quelle question à votre endroit? Donc, on revient tout de suite, mais allez-y. Oui, André, je réagis juste. Il y avait une présence de soldats rwandais au Congo et que récemment, justement, à la chute de Ngoma, l'ONU estimait entre 3 000 et 4 000 le nombre de soldats rwandais qui soutiennent et encadrent le M23. Donc là, est-ce que face au rapport de l'ONU, qu'est-ce que le Rwanda dit? Et deuxièmement, bien évidemment, il y a des sanctions, notamment du Canada et de la Grande-Bretagne, contre le Rwanda du fait de cette présence supposée de ces soldats dans le Kivu. Donc voilà. Oui, écoutez, ce que j'aimerais vous dire à Dama et mes collègues, c'est que je suis un simple journaliste indépendant. Je ne suis pas le représentant officiel pour parler au nom du gouvernement rwandais. Ces questions
c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui devrait, qui devrait y répondre. Ça, c'est la première chose. Alors, les autres choses que l'on peut dire, ce sont des choses qui peuvent être discutées au niveau des négociations entre le Rwanda et la RDC. Tandis que ce qui se dit, les rapports publiés ici et là, ces rapports peuvent exister, les gens peuvent dire ceci ou cela, mais ce sont le Rwanda et la RDC avec la région qui doivent y apporter des solutions. Il faut que les négociations se poursuivent et il faut que Tshisekedi accepte de rencontrer ses compatriotes du M23 et AFC pour échanger. Parce qu'il faut que les problèmes congolais soient résolus à la racine. Et il faut y associer tous les Congolais. Pourquoi Tshisekedi n'accepte pas de discuter avec ses propres compatriotes qui détiennent maintenant 2 provinces? Pourquoi il ne peut pas? Il y a déjà 2 provinces. Ces 2 provinces ont été prises alors que par le M23 et AFC, alors que Tshisekedi avait refusé de négocier avec eux. Ouais, Rivo, allez-y. Oui, André, en fait, je reviens tout à l'heure par rapport à mes propos. Effectivement, vous avez dit que le Rwanda, sur son sol, il a du coltan. Alors, je maintiens ce que je dis. Quand vous regardez les offices internationaux qui publient donc il y a un office dont le nom m'échappe, mais sur les tantales, justement, c'est en anglais, qui donne en fait les régions où il y a le coltan. Le Rwanda n'est pas dedans, en fait. Peut-être, vous avez peut-être, du moins, en tête en interne, vous le constatez, mais quand vous regardez en termes de réserve mondiale, le Rwanda n'est absolument pas dedans. Donc là, je l'affirme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la précision que je voudrais apporter. Mais si ça a quoi? Oui, mais en fait, pourquoi le coltan, en fait, il est si important? Ce qui est important dans le coltan, c'est le temps. En fait, c'est les tantales, les tantalites. Dans le tantalite, on extrait le tantal. C'est ça, en gros, la matière qui est le plus important. Et plus le pourcentage est élevé, plus en fait votre coltan en fait est très bien. Et c'est justement dans cette région de Kivu où il y a le taux de tantalite, ou le taux de tantal à l'intérieur du tantalite est le plus élevé au monde. C'est pour ça en fait que cette région justement est prise du moins de cette guerre-là. Maintenant, j'interpelle André par rapport à la gouvernance. Je pense que entre Africains, nous devons tous d'abord balayer tous devant nos portes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cesse de donner des leçons comme les Occidentaux en fait, nous donnent par nous-mêmes. Parce que aujourd'hui, André, je peux également en fait, vous dire, ok, vous dites, dont je respecte votre opinion, le fait que oui, il y a forcément, moi c'est un fait. Vous dites effectivement Bien que sûr, Congo, entre journalistes. oui bien sûr, la gouvernance est un sujet. D'accord? Et qu'effectivement, Tshisekedi ferait mieux, en gros, d'améliorer sa gouvernance. Mais je peux également retourner, en fait, la question demain au Rwanda. Vous avez un monsieur Kagame qui est là au pouvoir depuis 25 ans et bizarrement, la communauté internationale trouve ça normal. Et je rappelle, la dernière élection au Rwanda, monsieur Kagame a reçu quasiment 99% des voix. Vous voyez ou pas? Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? On ne va pas se jeter ce genre d'anathème à la figure. Oui, faites chez vous. Que chacun déjà fasse demain ce qu'il y a chez lui. Mais je rappelle, le conflit qui meurtrit cette région et qui meurtrit l'Afrique, parce qu'il y a 20 millions de morts, je ne sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire que c'est inimaginable. Les viols, bref. Nous, on est loin. Donc, comme si nous, c'est loin, on est plus, oui, avec les Ukrainiens parce qu'on voit la guerre tous les jours. Mais dans cette région-là, bizarrement, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de journalisme, il n'y a pas de reportage. Les gens meurent là-bas tout seuls. D'accord? Il faut qu'on arrête la guerre. Mais cette guerre-là, ça serait naïf de pouvoir l'arrêter ainsi. Si on ne met pas sur la table, en fait, la question économique. La question économique, à qui profite le Tantal? Je n'ai pas besoin de citer tous les noms de toutes les grosses entreprises de la tech. Ils sont forcément liés par alpha ou par oméga. Certes, il y a eu des tentatives pour se disculper. Oui, les enfants travaillent dans les Tantals, mais à la fin de la journée, ces entreprises-là doivent vendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont cotés et ils doivent enrichir leurs entrepreneurs, du moins leurs actionnaires. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, quand André dissocie effectivement que le problème de cette région, c'est essentiellement de gouvernance ou essentiellement lié au fait que les Banyamulenge, les rwandophones, les congolophones, certes, mais pour moi, le vrai sujet, c'est souvent l'angle mort de ce conflit-là. C'est véritablement en fait le conflit économique. Et je rappelle,
Aujourd'hui, il faut regarder quel est le prix du moins du coltan aujourd'hui. Donc, le coltan, matière première Adama, côté à London Metal Board à Londres, comme l'aluminium, etc. et tout. Mais quand vous regardez sur le site, le coltan n'y est pas. Mais pourtant, en fait, une fois encore, il y a tout un élément autour. Peut-être il faut peut-être faire une émission entière autour de ça. C'est quelque chose de stratégique. C'est-à-dire que les gens signent pour 15 ans, du moins pour avoir cette matière première-là, parce que quand vous regardez sur le spot market de cette bourse-là, ça s'échange, mais vous voyez très peu en gros. Et puis je termine. Pourquoi la guerre perdure? C'est toute l'économie derrière ça. Il y a les producteurs. Il y a des gens qui creusent le sol. Il y a des gens qui les extraient. Il y a des comptoirs. Il y a le seigneur de guerre. Il y a les seigneurs de guerre. Bref, il y a toute une chaîne. Donc voilà. Donc on rentre vraiment dans quelque chose de comment on l'appelle, économique pour moi. Si on coupe l'économie, une fois encore comme en Ukraine, les Américains on finance plus, comme par hasard. Zelensky était obligé de négocier. Donc, avant d'enlever la paille dans l'œil du voisin, il faut d'abord enlever dans le sien. Et donc, quand je me retourne du côté d'Adama, alors, l'Est du Congo, une région scandaleusement riche, à qui profite le sol du Kivu? Voilà. Alors, moi, je voulais un petit peu revenir sur un petit peu l'interprétation, en fait, des causes de ce conflit. Et effectivement, il y a une dimension économique, elle est réelle. Voilà. Mais aussi, il y a une dimension. Non, écoutez, ça langage. Il est journaliste comme nous, il est libre d'avoir son opinion. Mais moi je vois que fondamentalement, ce qui se passe dans le Kivu, en RDC, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays africains. Nous avons hérité de la colonisation des États-nations. Et des États-nations qui ont voulu se construire sur le modèle jacobin, État centralisé, très central, et souvent avec une ethnie centrale, qui est la nationalité de souche. On n'a jamais pu intégrer réellement la diversité, la multi-ethnicité de l'Afrique. Parce que je vois d'un pays à l'autre des tentatives de vouloir imposer une seule langue. Et j'ai toujours dit que c'est une bombe. On ne peut pas imposer une langue dans un contexte multi-ethnique. On ne peut pas imposer une nationalité de souche. Et tous les Africains transfrontaliers souffrent de la même... du même traitement, je dirais. C'est des nationalités considérées comme allogènes et qui n'ont pas souvent les mêmes facilités à accéder à l'état civil que les nationalités centrales. Ça, ce n'est pas seulement en RDC, mais on le vit en Afrique de l'Ouest, dans la plupart des pays. Rappelez-vous de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire pendant plus de 15 ans. Rappelez-vous de ce qui arrive aujourd'hui en République centrafricaine. Et oui, c'est le même conflit. Il faudrait qu'on essaie de créer des États vraiment qui sont inclusifs. Il n'y a pas de nationalité de souche. Il n'y a pas une langue nationale qui serait garante de l'unité nationale. La seule garantie de l'unité nationale, à mon avis, c'est la bonne gouvernance. C'est le fait que l'État soit vraiment un État fournisseur de services de sécurité, sécurité juridique, sécurité physique, sécurité en termes de propriété, sécurité en termes de diversité culturelle. L'État doit garantir la diversité culturelle en Afrique pour qu'on sorte de ces conflits au relais ethnique. Oui, c'est vrai qu'on parle du coltan, mais aussi du cobalt. D'ailleurs, la RDC vient d'interdire temporairement l'exportation de ce minerai. Et on parle aussi d'autres minerais, on parle même du pétrole peut-être un jour. Mais il faudrait quand même se dire que tant que nos États sont faibles ou sont en faillite, parce que qu'est-ce que j'appelle un État en faillite? C'est un État qui échoue dans sa capacité à gérer la diversité ethnique, qui est une chance, une richesse. Et sous de vaines tentatives de vouloir unifier un pays autour d'une langue, on est en train en réalité de détruire son patrimoine culturel et historique. Donc je pense que ce qui se passe en RDC nous interpelle tous en tant qu'Africains, nous interpelle de quelque bord qu'on soit. Et je pense, comme l'a si bien dit Rivo, aussi bien les Congolais que les Rwandais sont nos frères. On ressent ce qu'ils éprouvent en ce moment parce que beaucoup d'Africains ont vécu cette histoire de déplacement, de réfugiés, d'insécurité. Et ce qu'on voudrait, c'est que la paix revienne. Et là, pour que la paix revienne, peut-être retourner à la table du dialogue, s'asseoir ensemble, discuter. Et le M23 qui se réclame de la RDC, parce que tout à l'image de son fondateur, qui est congolais quand même.
tout une image aussi de Corneille Nangaa, qui est l'ancien président de la commission électorale indépendante au Congo, qui a d'ailleurs proclamé Tshisekedi président et qui est aussi congolais. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une dimension nationale à ce conflit. Mais le fait aussi que, d'une part, que les Rwandais se sentent proches d'Elbania Moulengue, ils ne doivent pas en réalité le nier. C'est une proximité culturelle évidente. Et ça rejoint un petit peu ce qu'Amin Malouf disait dans la définition même de l'identité. L'identité, elle est multiple, elle est nationale, elle est ethnique, elle est culturelle, elle est géographique, elle est même économique. Donc, ce qui se passe là au Kivu, pour moi, c'est un gros point d'interrogation à notre capacité en tant qu'Africains à vivre ensemble. La question que j'ai posée, à qui profite le sous-sol Kivu? Le sous-sol profite d'abord aux multinationales. D'ailleurs, il y a l'une d'elles, peut-être la plus grande aujourd'hui en termes de capitalisation boursière, qui a été obligée de mettre en communiqué pour dire que nous n'allons plus ou nous n'avons rien à voir avec l'exploitation des enfants dans le Kivu officiellement. Et ça profite aussi à de grands négociants. Le seul qui a été condamné, il est de nationalité belge. Donc, ça profite aussi à certains États qui importent massivement de l'or et le raffinent, comme par exemple les Émirats arabes unis, qui le raffinent et ensuite qui le réexportent vers la Suisse, à Zurich. Donc, c'est un système mondial, ou bien à Anvers, en Belgique. Donc, nous sommes dans la mondialisation, encore une fois. Il y a des chaînes de valeur qui échappent à l'État central du Congo, qui ne profitent pas à ce pays et qui profitent aux seigneurs de guerre, parce que c'est eux qui délivrent les permis, qui profitent aux intermédiaires multiples, nombreux, qui vivent du sang des paysans, des ex-paysans qui aujourd'hui ne peuvent plus être paysans, qui ne peuvent que travailler dans ces mines. Et puis, il y a les négociants, les pays limitrophes, parce qu'on parle du Rwanda, mais l'Ouganda aussi est une partie très proche de ce conflit. Comme l'a dit André, ils sont dans les Touris, bien sûr, en accord avec le gouvernement de Kinshasa, comme aussi d'autres pays, même l'Angola. Et il faudrait le dire quand même qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se pose la question sur la capacité du gouvernement central de Kinshasa à restaurer la paix et la sécurité dans l'ensemble de ces provinces. Comme autrefois, vous le rappeliez, et je sais que vous êtes, je ne le dirais pas en mauritisme, comme je le fis à une certaine époque, mais je pense que vous admirez derrière ce grand général, vous admirez peut-être cette autorité, cet autoritarisme qui a pendant quand même un peu plus de 35 ans permis au pays de vivre en paix. Mais Maréchal. Alors, peut-être, Maréchal, je m'excuse. j'ai aucune admiration à Adama pour ceux qui trahissent pour leur pays. C'est-à-dire, pour moi, lui, c'est un traître. C'est ça le mot de définition d'un traître. C'est-à-dire que quand vous êtes à la tête de votre État, vous travaillez pour les puissances étrangères, vous êtes un traître. C'est ça la définition d'un traître. Donc, j'ai aucune admiration envers la personne, mais je constate juste, du moins, ça, c'est peut-être pour précision. Je veux juste, en fait, réagir par rapport aux propos d'Adama. Je partage parfaitement, Adama, ce que tu as dit sur ce côté inclusif, ce côté multiculturel, en fait. Ça, c'est un mot multi-ethnique. Même je suis pas de le mot ethnique parce que depuis Cheikh Anta Diop, une fois encore, c'est tout ça. Comme tout à l'heure, quand j'ai rappelé en fait l'os des Chongo, quand vous regardez l'origine de l'humain, sapiens sapiens, c'est dans cette région-là en fait que l'homme moderne est né. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes, depuis les travaux de Cheikh Anta Diop, on sait que nous avons une unité culturelle, c'est-à-dire que c'est juste les spécificités. Toi qui es mort, celui qui est au Congo, en fait, c'est la même unité en fait culturelle. C'est tout le travail du moins du professeur Cheikh Anta Diop. Et là où je vais juste en fait rappeler à nouveau, en termes de contexte, quand vous regardez en Afrique, dans les régions où il y a les mines rares, donc là on parle du Congo, donc là on parle du Kivu, dans le sud il y a le Lubumbashi, au centre il y a le Kasaï, bref, toutes les régions là. Quand on regarde le Sénégal, regardez en Guinée, quand vous regardez les régions ici au Sénégal, dans la région de Kédougou, comme par hasard, ce sont les régions, c'est les plus pauvres du pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend l'échelle du Congo, la région la plus pauvre devait être Kinshasa. Il n'y a rien à Kinshasa. C'est comme ici au Sénégal. À Dakar, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien à Dakar. Donc la région la plus pauvre doit être Kédougou, là où en fait il y a les matières premières. Mais qu'est-ce que constatons? Ces régions-là, systématiquement, c'est les régions les plus pauvres
il n'y a rien, aucune infrastructure, il y a strictement rien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, Adama parlait, et toi aussi, tu parlais de la malédiction. C'est pas une malédiction. Je suis désolé, c'est pas une malédiction. À un moment donné aussi, nous, en tant qu'Africains, les Congolais, il faut qu'ils se posent des questions. Qui a mis Tshisekedi qui est là? Oui, après, on va dire, oui, non, il a triché, mais quelque part, il y a quand même un minimum sur lequel ils se sont basés, du moins pour le mettre au pouvoir. Donc là, les Il Africains... est parvenu au pouvoir au terme d'élections démocratiques. Ben, voilà, donc ça veut dire que les Congolais aujourd'hui... Il a été élu et réélu. Oui, ben, bien sûr. Donc, Ça veut parler de légitimité. mon point ici, c'est quoi? C'est que mots africains que nous assumons, Fanon le disait, le gouvernement n'a que le peuple qui mérite, et moi je le poursuis, le peuple n'a que le gouvernement qui Non, mérite. et moi, je pense que le système démocratique, quand même, il est irréprochable. Non, mais je ne mets pas en question ça d'abord. Je ne mets pas en question ça d'abord. Moi, ce que je veux dire que là, aujourd'hui, nous sommes en conflit. Parce que là, le débat, c'est que Kagame contre Tshisekedi. Là, nous avons deux leaders, deux pays élus demain, au Rwanda aussi, démocratiquement, si on respecte les demandes. Pourquoi les guillemets? Non, c'est-à-dire, OK, élu démocratiquement. Moi, je convainc le guillemets. Moi, j'ai pas de problème sur ça. Il est élu démocratiquement au Rwanda comme il est élu démocratiquement au Congo avec tout ce qu'on voit, comme aux États-Unis aussi. Moi, mon point ici, c'est le suivant. C'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui, il y a une guerre que les deux leaders n'arrivent pas finalement à régler. Nous sommes d'accord. Et moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis partisan de ceux qu'il faut qu'ils se parlent autour d'une table. D'accord? C'est ça c'est ça aussi la diplomatie. Nous sommes africains. La culture de ce continent, c'est que les conflits se règlent justement dans la discussion. Mais je m'étonne chaque fois dans ce type de conflit où il y a des morts d'hommes. C'est une tragédie, c'est incroyable. Les images même, c'est insoutenable. Le plus d'images qu'on trouve personnellement que j'ai vu. Mais bizarrement, on n'arrive pas. Et c'est là où je dis, c'est que l'angle mort de ce conflit, c'est le conflit économique. C'est le point économique. Alors, par rapport aux discussions, le président Tshisekedi l'a dit. Il dit que derrière Corneille Nangaa, il y a des personnes haut placées. Donc là, il a pointé du doigt l'ancien président Joseph Kabila et il dit qu'il ne discute pas avec les marionnettes, il veut discuter avec les véritables commanditaires. Qu'est-ce que vous en dites? Mais justement, c'est-à-dire que, arrêtons Corneille, c'est-à-dire que ça, j'appelle ça en fait les guignols. C'est-à-dire que tu ne peux pas, en termes de crédibilité, mettre finalement adouber quelqu'un et une semaine après dire finalement que là, tu es contre la personne. Qu'est-ce qui le drive, ce monsieur-là? Si demain, finalement, par effet magique, on dit finalement qu'il n'y a plus de coltan finalement demain dans le Nord Kivu, est-ce que ce monsieur demain sera encore là? Ça, je vous dis. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes téléspectateurs qui nous suivent, il faut que nos téléspectateurs qui nous suivent, qu'un conflit, une guerre, c'est d'abord de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui financent. Parce que lui, il est parti là-bas parce qu'on lui a promis quelque chose. Si on a un peu le temps, dans cette région-là, oui, dans cette région-là, dans les années 70, il y a une société qui a été créée à l'époque, ça s'appelle Société minière et industrielle du Kivu. C'était une société à l'époque de Mobutu qui a été créée justement pour gérer cette partie-là. Dissoute finalement en 96. L'État du Congo possédait 28%. Transition, je pense que le Premier ministre à l'époque s'appelle Liola quelque chose. En fait, demain, ça commence par elle, demain, ça m'échappe. Il y a une nouvelle société qui a été créée. Société aurifère, du Kivu toujours, et puis de Maoteme, quelque chose comme ça. Ensuite, Kabila avait créé une dernière société, Société minière du Congo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça l'enjeu, en fait. Adama parlait tout à l'heure de la suspension de cobalt avec les Chinois. Scandale absolu. C'est-à-dire qu'ils appellent ça le deal du siècle rapidement. En 2008, Kabila fils a signé avec les Chinois pour le cobalt et les cuivres avec les Chinois. Je pense pour 5 milliards d'exploitation du cobalt en contrepartie, du moins des infrastructures. Mais ce sont les Chinois en face. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils ne regardent pas les intérêts congolais, ils regardent les intérêts chinois. Donc aujourd'hui, quasiment 20 ans après, on se réveille et dit, tiens, on suspend en fait, du moins le contrat. Mais ça devrait être la première chose que Tshisekedi aurait dû faire à son premier mandat. Mais pourquoi, finalement, aujourd'hui, il attend finalement quasiment au bout de deuxième mandat, du moins qu'il commence à parler du moins de cette question-là. Ce que je veux dire par là, en fait, Dominique Yadama, moi, ma lecture du moins de ce conflit-là, c'est un conflit qu'on ne peut pas arrêter. C'est dur ce que je dis, on ne peut pas arrêter. Impossible. Impossible d'arrêter. Pourquoi? Parce que les enjeux économiques sont énormes. Comme je dis derrière, c'est que la société que tu as pas citée tout à l'heure, Adama, ils ont promis à leurs actionnaires, c'est-à-dire que les publications par trimestre, est-ce qu'on est là ou pas? Quelles sont les nouveautés? Comment on fait des choses beaucoup plus performantes? Mais sans le Tantal, il y a plus de portables. C'est ça que veulent les gens. Voilà, il y a plus de portables. Et donc aujourd'hui, on est condamné maintenant. Donc nous, en tant qu'Africains,
C'est ça peut-être moi, peut-être peut-être l'annonce modestement à mon niveau que j'ai envie de faire, André, avec le Rwanda et puis le Congo. C'est-à-dire pourquoi autant de haine en fait? C'est-à-dire que c'est-à-dire que sur une région où là en fait l'avenir du monde se joue. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Les Américains, les Européens, ils se sont tous réunis contre Poutine parce qu'ils savaient que leur avenir en fait est en jeu. Mais il y a que nous. Vous avez deux leaders normalement qui doivent se réunir pour moi. On dit, OK, Kagame à droite, Tshisekedi à gauche. Ils disent à toutes ces sociétés-là, écoutez, si vous ne nous donnez pas tant, nous, on s'est mis d'accord, il n'y a rien qui sort de là. Et au contraire, finalement, on est systématiquement, en fait, moins dans cette division-là. Alors, nous allons aborder le dernier volet de ce grand débat. Donc, je reste avec vous. Donc, l'enjeu économique, il est réel, il est palpable. Et donc, le Rwanda qui accuse la RDC de soutenir. Oui, il n'est pas le seul. Donc, le Rwanda qui accuse la RDC de faire prospérer des groupes hostiles à son régime et la RDC qui accuse le Rwanda de déstabiliser, prétexte sécuritaire ou réalité. Mais justement, c'est enfantin. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que le proverbe dit finalement que pendant que les éléphants se battent, finalement, c'est-à-dire que c'est l'herbe en fait, en fait, qui est pétinée. Aujourd'hui, pour moi, c'est que si réellement le Rwanda, via son président, via son leader, est stratégique. Le Congo, via son président, est réellement stratégique. Ils devraient se réunir tous les deux. Il dit, écoute, franchement, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que ce minerai-là va nous propulser comme ça parce que du coup, nous avons des clients qui ne peuvent que prendre chez nous. 80% de la réserve. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Alors, la RDC détient 80%. Comment négocier pendant que la richesse m'appartient? Mais justement, c'est-à-dire que je m'en tiens à vos propos. Le Rwanda, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Rwanda, on voit bien, le Rwanda, comment dirais-je, le Rwanda est enclavé. Le Rwanda aujourd'hui, finalement, est enclavé. C'est un pays enclavé. C'est-à-dire que le Rwanda, il faut qu'il passe par les airs, il n'y a pas la mer. D'accord? Via le Congo. Tout ça, ce sont des projets. Regardez les États-Unis. Est-ce que le Congo est plus petit que la Russie? Est-ce que le Congo est plus petit que les États-Unis? Pourtant, vous avez de New York jusqu'à San Francisco, vous avez des routes, vous avez des avions, vous avez des ports. Donc, en fait, c'est possible. Moi, mon appel, c'est les deux pays, pour moi, ils devraient s'asseoir aujourd'hui dans un enjeu géopolitique au monde au lieu de se diviser. C'est-à-dire qu'André dit, bon, moi, je le crois sur parole, moi, je le dis juste, en fait, factuellement, je n'ai pas vu le Rwanda dans les listes de pays où il y a du coltan. Mais tant mieux si le Rwanda a du coltan, tant mieux, c'est-à-dire que c'est très bien. Mais pourquoi les deux pays, pourquoi les gens se réunissent autour de l'OPEP? L'OPEP, c'est quoi? C'est l'organisation des pays, un cartel en termes de pétrole. Et quand le pétrole est trop haut, mais en fait, quand c'est trop bas, ils font en sorte que finalement, ils ouvrent les vannes. Quand les trucs est trop... Bref, pourquoi aujourd'hui le Rwanda et le Congo ne feraient pas pareil? Parce que c'est les deux pays, apparemment, de moi, il y a le coltan. C'est juste ça, en fait. Donc, moi, je lance vraiment un appel. Arrêtons d'être enfantins. Qui, quoi, comment, tout ça. Qui s'assoit autour d'une table, qu'on arrête cette tragédie, que les Congolais, que je peux comprendre de la même chose que demain que le Rwandais, parce que là, vraiment, je lance un appel du cœur, parce qu'il y a une haine, en fait. Je ne comprends pas. Jusqu'à preuve de contraire, selon le rapport de l'ONU, c'est le Rwanda qui est sur un oui, souverain. Mais justement, mais c'est les limites. Mais nous, on doit... tout ça, c'est factuel. Mais de l'autre côté aussi, les Rwandais aussi, il faut les comprendre. Ils doivent aussi finalement avoir leur raison. Ce que là, je suis juste en train de dire, c'est que nous, en tant qu'Africains, et d'ailleurs, le rôle de l'Union africaine, ça, c'est un sujet, demain, il faut qu'on aborde. Je vous en venais, je caille d'ailleurs. La position officielle du Rwanda, c'est que la guerre ou les affrontements dans l'est de la RDC menacent sa sécurité, c'est sa frontière. Mais Kigali nie toute implication. Maintenant, j'ai rappelé les rapports de l'ONU. Il y a eu des médiations qui ont échoué, comme celle initiée par l'Angola. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'interpelle, c'est que c'est impossible d'arrêter cette guerre. J'aimerais savoir, est-ce que pour André, avec la permission de Dominique, est-ce que André pense que cette guerre, c'est impossible de l'arrêter? Et sinon, quelles sont les solutions d'espoir? Ce sera sa dernière intervention. Donc, un mot d'espoir, qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à ce conflit? Je voudrais faire une précision. Ça, c'est ce que j'ai publié pendant... j'ai fait un reportage sur la campagne électorale. Kagame a fait campagne sur 19 sites. Et j'étais là. Et il faut voir les populations qui se rassemblaient pour l'accueillir, pour l'écouter. Il y en a un moment où nous avions, à Gahanga, tout près de Kigali, plus de 500 000 personnes. Ailleurs, 300 000, 350.
Alors, pourquoi un homme a pu drainer avec lui tant de masse, tant de population? C'est simple. C'est que il a arrêté le génocide au Rwanda. Il a réconcilié les bourreaux et les victimes. Il a rentré les réfugiés. Même ceux qui avaient fui dans les forêts congolaises et qui avaient tué des gens, il les a ramenés de ces forêts avec leurs enfants. Ils sont au Rwanda et ils ont le même droit que les Rwandais. Même les fils des chefs FDLR ont droit à une bonne école, à des bourses pour les États-Unis et un bon emploi. Donc, le fait d'avoir recréé une cohésion nationale, d'avoir reconstruit l'unité d'un peuple, c'est déjà quelque chose de consistant, mais surtout aussi économiquement. Il a mis en place des programmes de reconstruction économique du pays. Travailler ensemble, et les gens ont travaillé ensemble. Il a géré efficacement l'aide reçue et puis il a mis en place des objectifs, des performances. Il faut absolument, et puis la comptabilité, rendre des comptes devant la population, une bonne gestion des fonds de l'État, pas de corruption. La femme a eu une notoriété, une dignité, a retrouvé toute sa dignité, sa valeur. La femme est maintenant le pilier économique, le pilier de la dignité au niveau de la famille. Bon, je continue, je vais aller rapidement. Est-ce qu'il est impossible pour les deux leaders du Rwanda et de la RDC de se concerter afin de trouver une solution durable? Ce que j'ai le plus apprécié dernièrement chez Kagame, c'est qu'il a confessé. Il a dit ceci. Moi, Kagame, je connais ce que c'est la guerre. C'est ce qu'il y a de pire pour la population. Je n'aime pas la guerre. Je peux la faire tant qu'elle m'est imposée pour défendre ma population. Et c'est pour cela qu'il a mis en place un système de défense approprié pour faire face aux géants de la RDC et même au soutien dont ils bénéficiaient, MONUSCO, SADC, les Burundais, tout cela. C'est Kagame, c'est un homme qui André, jusqu'à preuve de contraire, à ce jour, ce sont les forces rwandaises qui sont sur le territoire congolais, selon le rapport de l'ONU. Ce rapport ne parle pas de la présence des militaires congolais sur le sol rwandais, jusqu'à preuve de contraire. Bon, et je vous ai dit que je ne dois pas parler au nom du gouvernement du Rwanda. Je vous ai dit cela. Je parle comme un journal privé. Et ce que j'ai le plus apprécié chez Kagame, c'est qu'il a dit qu'il est prêt à refuser la guerre. Il n'aime pas la guerre, il refuse la guerre. C'est un homme qui reste ouvert et il est resté ouvert toujours pour négocier avec Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui. Et il a négocié avec lui. Seulement Tshisekedi n'a pas voulu. Le nœud du problème, c'est lequel? C'est que les Congolais résolvent leurs problèmes eux-mêmes, pas impliquer le Rwanda là-dedans. Et Kagame a dit, les Congolais eux-mêmes doivent, dès que Tshisekedi aura accepté de parler avec ses compatriotes, la guerre va se terminer. Voilà. On sait quand la guerre commence, mais on ne sait pas quand elle se termine. Je te dis que le secret, c'est que cette guerre va se terminer quand Tshisekedi aura accepté de parler avec ses compatriotes AFC, M23 pour aller à la racine du mal du conflit. Voilà comment la guerre va se terminer. Si les Congolais doivent régler le problème entre eux, que font les soldats rwandais sur le sol congolais alors? Non, je ne sais pas si les soldats rwandais sont là. Ce sont des rapports de l'ONU ou des rapports d'autres personnes. Ce sont des problèmes. Vous et moi, mais si vous pouviez être ici au Rwanda avec l'ensemble de tout ce groupe-là pour être au Rwanda, parler avec des Rwandais, traverser la frontière, parler avec le M23 et AFC, vous pourriez comprendre le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est, vous comprenez ceci, voilà le nœud du problème, je vous dis. Quand Tshisekedi et son régime auront éduqué les populations de l'Est pour leur apprendre à ne plus commettre le génocide contre le Tutsi qui est au Rwanda, au Congo,
au Burundi, un peu partout. Là, la guerre va se terminer. Et la solution, le remède a été trouvé. Le M23, ce qu'il est en train de faire maintenant, dans les zones qu'il a déjà conquises, c'est le bon modèle pour stopper le génocide. C'est enseigner à la population à ne pas s'entretuer. Trouver un Congolais, voir dans le Congolais son frère et ne pas penser y avoir trouvé du sang à boire ou de la chair à manger ou à brûler ou à griller. Alors, qu'est-ce qui explique alors, qu'est-ce qui explique alors les sanctions du Canada et des Royaumes-Unis à l'endroit du Rwanda? Je vous dis que ces pays occidentaux ont toujours travaillé ensemble pour s'appuyer mutuellement, même dans l'erreur. Ça, c'est le secret que j'ai pu constater maintenant. Ce ne sont pas ces sanctions qui vont mettre fin au conflit en RDC. Pas du tout. Il faut se fier maintenant aux solutions africaines de la SADC, de la communauté est-africaine et de l'Union africaine. C'est de ces centres africains, de ces rencontres africaines, de ces propositions africaines que se dégagera la solution qui mettra fin au conflit en RDC. Mais les sanctions que l'on prend, ça ne vient pas pour stopper. Au contraire, ils peuvent garder leur argent, leur aide. Les Africains vont toujours survivre. Ils seront résilients. Ils trouveront en eux-mêmes d'autres solutions pour ne pas mourir. Et même avancer pour aller loin. D'accord. Rivo a une question pour vous, allez-y. Je vais juste réagir, en fait, André. Vous dites, en gros, quand je vous entends, vous dites qu'en gros, c'est Tshisekedi, en gros, qui est le vrai problème sur ce conflit. Donc, je rappelle juste que ce conflit, en fait, dure depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il a commencé avec le Kabila père, que le Rwanda avait soutenu pour renverser Mobutu. Ensuite, il a été assassiné. Ça a été repris avec Kabila fils. Le conflit est démaillé toujours. Donc, il y a par exemple un personnage dont on n'a pas parlé, mais peut-être ce sera pour la prochaine fois. C'est Laurent Kunda, n'est-ce pas? C'est le tout premier, en fait, avant l'M23. C'est le CNDP, c'est le congrès, je ne sais plus, en fait, un mouvement qui est aujourd'hui incarcéré au Rwanda. D'accord? Bref, donc ce que je veux dire par là, c'est que le conflit n'a pas démarré avec Tshisekedi, en fait. C'est-à-dire que le conflit a bien démarré auparavant. Et je rappelle, c'est que le Kabila père et Kabila fils, ce sont les Banyamulenge. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pourtant, ils étaient Banyamulenge. C'est juste, en fait, en termes de démonstration. C'est donc, ils étaient quelque part rwandais. Mais pourtant, le conflit persiste. Pourquoi le conflit persiste? C'est ça, en gros, qu'il faut bien, en fait, que les gens puissent comprendre. Parce que économiquement, on revient toujours à la même chose, économiquement. C'est-à-dire que les gens ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'économiquement, moi, je veux plus, toi, tu veux moins, je vais être rapace. C'est ça, la réalité. Donc, c'est juste pour dire, André, que le conflit tel qu'il dit, c'est pas né avec Tshisekedi. Tshisekedi, il a fait 2 mandats. Kabila, père et fils, ils ont fait quasiment combien? 15 ans, finalement, père et fils. Pourtant, le conflit est là. Le conflit est toujours là, quoi. Et puis, je finis peut-être. Alors, par rapport à ce qu'André dit, puis peut-être je corrige mon propos à Dama. Quand je dis la guerre ne finit pas, malheureusement, c'est la réalité, mais il faut qu'on finisse avec un note d'optimisme. Tant que l'intérêt économique, tant que nous, pourquoi sur le sol russe, pourquoi il n'y a pas de guerre? Pourquoi sur le sol saoudien, il n'y a pas de guerre? Parce que si on parle de malédiction, de l'or noir, pourquoi sur le sol saoudien, il n'y a pas de guerre? C'est eux d'ailleurs qui financent les autres guerres. Pourquoi sur le sol qatari, il n'y a pas de guerre? Pourquoi sur le sol émirati, il n'y a pas de guerre? Pourquoi il n'y a que sur nos sols il y a de guerre? C'est ça que les Africains doivent comprendre. Et je suis d'accord avec André. Moi, je peux comprendre, en fait. C'est-à-dire que sur ce conflit-là, je comprends, en fait, de part et d'autre. Peut-être le fait que moi, je suis malgache, je ne suis pas rwandais, je ne suis pas congolais, peut-être j'ai un peu plus de recul. Je comprends, en fait, les Rwandais. Ils ont vécu un drame. Je comprends aussi les Congolais qui se sont agressés et qui sont agressés. C'est un fait, c'est factuel. Parce que les Nations Unies, avant qu'ils vous émettent une sanction, il faut qu'ils constatent. Il y a des rapports, il y a des enquêtes, donc c'est constaté. Les Britanniques, tu as évoqué tout à l'heure, Dominique, s'ils sanctionnent, c'est qu'ils ont leur service secret, ils ont leur renseignement pour dire quand même il y a quelque chose. Ce ne sont pas les États qui se lèvent un bon matin et disent je t'aime pas et puis je te sanctionne, avec tous les enjeux qui se passent. Donc il y a quand même une réalité. Maintenant, il faut qu'on avance. Moi je dis, ma proposition est la suivante. Kagame, et je vais peut-être dire quelque chose peut-être qui va peut-être choquer, mais je le dis quand même. Si Kagame et Tshisekedi sont malins, je répète, si Kagame et Tshisekedi sont malins, ils s'asseyent autour d'une table et ils peuvent ne pas être d'accord sur les questions culturelles, tu vois, c'est ce qu'on fait. Mais sur la partie économique, parce que l'un pays comme l'autre, on a besoin
Aucun des pays ne figure parmi les pays les plus développés. Aucun des deux pays ne présente des critères en termes de performance qui est au-dessus de l'un ou l'autre. Tout le monde, en fait, est vers les fonds là-bas. J'invite donc Kagame et Tshisekedi à s'asseoir autour d'une table, à réfléchir à un cartel sur le coltan. Un cartel sur le coltan. Et vous imaginez demain? C'est-à-dire que si c'est ça qui est fait, bon, je crains pour leur sécurité personnelle, du coup, en fait, parce que là, du coup, il y a un souci. Mais là, justement, l'union fait la force. Il faut qu'ils s'assoient et peut-être à ce moment-là, Dama, on aura peut-être une note d'espoir sur la fin de ce conflit. Mais je crains que sans ça, on ne pourra pas avoir une issue parce que les intérêts sont tellement énormes et que je te donne plus, je te donne machin là-bas, Cornen Nanga, tout ça, c'est une guignole. C'est-à-dire que ce monsieur-là, c'est-à-dire que je ne comprends même pas. Je corrige ça, les économistes. Donc, vous donnez raison à Tshisekedi qui n'a pas voulu s'asseoir avec lui, vous discutez avec lui. Oui, mais c'est-à-dire que Tshisekedi, c'est-à-dire qu'il n'a pas raison de s'asseoir, mais néanmoins, c'est-à-dire que qui l'a choisi en tant que président du comité électoral? Tout ça, en fait, c'est le rôle des leaders. C'est lui qui l'a choisi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Non, il ne l'avait pas choisi. Oui, mais il l'a validé. Oui, d'accord, mais il l'a validé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Le plus important dans ce que vous dites, c'est l'espoir. L'espoir, voilà, c'est ça. Le message d'espoir. Voilà, les messages d'espoir, c'est-à-dire que formons un cartel de coltan. Donc là, je forme, c'est-à-dire qu'économiquement, formons un cartel sur le coltan, formons un cartel sur le cobalt, sur le cuivre. C'est uniquement comme ça avec la Zambie, cuivre avec le Congo. Bref, intégrons nos populations. Et intégrons nos populations. Merci pour ce mot de la fin, Rivo. Alors, je me tourne du côté d'Adama, le mot de la fin pour rendre l'antenne. C'est d'abord remercier André Gakwaya, un grand journaliste, qui est pour se prêter à cet exercice avec les aléas du direct. C'est pas toujours facile. Et je retiens qu'il nous invite au Rwanda, qu'on aille découvrir. Et André, j'aimerais bien amener toute l'équipe pour venir découvrir le modèle rwandais. Oui. Voilà. Et par la suite, on va aussi aller du côté de Kinshasa aussi. C'est deux grands pays sur le plan symbolique, le Kivu et tout. Deux grands pays, deux grands peuples avec... c'est un petit peu le cœur de l'Afrique, hein, de part et d'autre. Beaucoup de richesses, beaucoup de potentiel et qui doivent être vraiment transformés. Et voilà, bon, c'est le mot de la fin. Alors, André, le mot de la fin pour vous, le match Tshisekedi-Kagame, qui gagne, qui perd? Non, ils vont tous gagner. Ils vont tous gagner dès qu'ils s'assoient ensemble et c'est sur la bonne voie. Sur les recommandations de la SADC et de la Commission Est africaine. C'est en cours. Il y a un bon processus. S'ils suivent cette feuille de route, ils vont atteindre de bons résultats. Donc, en fait, et puis les bons résultats aussi sont en train d'être enregistrés par le M23 dans les deux provinces qu'ils ont déjà gagnées. Il y a une bonne gouvernance, une bonne sécurité. Mais imaginez-vous, est-ce que les militaires gouvernementaux, les FARDC, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont la sécurité, ils ont perdu la guerre, mais ils sont devenus membres du M23 et AFC. Et ils travaillent pour la réconciliation, pour l'abolition de la corruption. Ils respectent la vie de chaque citoyen et on ne doit plus s'entretuer. C'est ça la bonne leçon que le M23, la bonne semence de la fraternité que le M23 AFC est en train de semer partout où il passe. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup, André Gakwaya, journaliste rwandais, journaliste à la tête de Rwanda News Agency, l'agence rwandaise d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de vous être prêtés à notre jeu de questions-réponses pour éclairer la lanterne de notre auditoire. Merci également à Rivo Ratsimondrezi, CEO de la RDE, à Rencontre des entrepreneurs, d'avoir été des nôtres. Merci également à Damawad, directeur de publication du magazine Financial Afrique. Merci. Et au micro Dominique Mabika pour vous servir dans le grand débat, comme toujours. Merci vraiment pour votre aimable attention. Merci d'avoir été des nôtres. Le prochain rendez-vous est donné pour la semaine prochaine dans un nouveau débat. Mais d'ici là, portez-vous bien.